je suis ravie d'accueillir ce soir Céline Bernon, que j'ai rencontrée lors d'un TEDx Clermont à l'automne dernier, donc pas à l'automne 2022, hein, Céline. Et j'avais vraiment accroché sur ton intervention qui était justement sur tous ces sujets d'appartenance sociale et de l'influence que peut avoir aussi ces déterminants sur notre vie. Donc Céline Bernon est professeure de psychologie sociale à l'Université Clermont-Auvergne, co-responsable de l'équipe de recherche comportements sociaux et dynamiques collectives du laboratoire de psychologie sociale et cognitive. Et donc, dans tes recherches, tu essaies de comprendre comment les relations qui s'établissent entre les individus et les groupes affectent la manière de penser et d'agir. Alors, nous sommes ravis de t'accueillir ce soir pour une conférence, inscrite dans le cycle de conférences que propose l'association l'Université du facteur humain. Et je te laisse tout de suite la parole. Je regarderai dans le chat les questions que vous pourrez poser, bien sûr, à n'importe quel moment. Et si tu le veux bien, Céline, après ton intervention, on pourra revenir sur ces questions. Ça me va parfaitement. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, merci de manière générale pour l'invitation et pour la petite présentation. Donc, je vais maintenant juste simplement faire la petite manip qui me permettra de partager mon PowerPoint. Voilà, donc normalement, dans un instant, vous devriez tous voir apparaître à l'écran. C'est parfait, oui. Si c'est le cas, voilà. Donc oui, merci de m'avoir invité. C'est vrai que quand tu m'as parlé de l'université du facteur humain et des thématiques que vous abordiez, je me suis dit, bah, la psychosociale peut avoir un certain nombre de choses à dire là-dessus. Donc, tu l'as évoqué, je suis au laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand. Donc, il se trouve que dans notre labo, on étudie précisément les relations qui s'établissent entre les individus et comment ces relations vont affecter la manière de penser, la manière d'agir, les comportements, les performances. Et donc, on s'intéresse en particulier aux effets de contexte. Hein, alors, on a des collègues qui vont étudier, par exemple, la personnalité, des choses comme ça. Nous, c'est vrai qu'en psychologie sociale, on essaye de comprendre ce qui, dans le contexte et dans les relations qui s'établissent entre les individus, peut déterminer leur comportement, leur cognition, leurs attitudes, leur conception des choses, leurs opinions. Et en psychologie sociale, on s'intéresse également à la question du statut. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc le statut des groupes auxquels on appartient, puisque ça fait partie de nous et ça fait partie aussi des facteurs qui déterminent à nouveau notre manière de penser, d'agir et de performer dans différents contextes. Alors, tous sous influence, bah oui, on est tous sous influence. Vous aurez compris avec cette petite présentation que nous, on conçoit vraiment l'influence sociale, pas forcément comme quelque chose, vous savez, dans la vie quotidienne, on a l'impression qu'être influencé, c'est un problème parce que ça pourrait signifier qu'on n'est pas quelqu'un d'intègre, etc. Mais en fait, l'influence, c'est vraiment une chose très positive. Hein. C'est un facteur d'adaptation. Influencer, c'est bien, mais se faire influencer, c'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est grâce à l'influence qu'on progresse, qu'on change, qu'on arrive à faire face à des challenges, à des difficultés, et donc qu'on évolue. Donc globalement, voilà, il faut essayer de se détacher un petit peu de cette conception parfois un peu négative qu'on peut avoir de l'influence pour se dire, bah, ok, l'influence, ça existe. Elle peut prendre différentes formes. Et donc, dans cette présentation, on essaiera de voir justement deux formes de l'influence sociale. Alors, il peut exister encore d'autres formes, mais je me suis dit que peut-être ces deux formes-là pouvaient être intéressantes à développer avec vous. Alors, pour comprendre de quoi on va parler, je vous demandais juste d'imaginer une situation. Vous êtes dans une soirée avec des connaissances, quoi. Voilà, vous êtes invité chez, je sais pas, des voisins, des connaissances. Et puis, à un moment donné, dans la soirée, il y a une discussion, un débat un échange entre les différentes personnes qui sont là pour l'apéro et sur les plateformes de streaming. Donc, bah, vous savez que c'est pas très bon pour l'écologie, hein, que globalement, ça consomme énormément de ressources. Et donc, au fil de la soirée, les différents participants à cette soirée commencent à se prononcer et vous rendez compte qu'en fait, la plupart des personnes qui sont présentes sont en faveur de l'interdiction des plateformes de streaming. Donc, vous, personnellement, ce n'était pas forcément quelque chose que vous aviez à l'esprit. Enfin, vous n'étiez jamais dit que ce serait bien d'interdire les plateformes de streaming pour l'écologie. Mais là, voilà, la majorité des individus s'expriment dans ce sens-là. Donc, imaginez un petit peu ce que vous ressentez dans cette soirée et comparez ce que vous ressentez à ce que vous ressentiriez dans la même soirée avec le même sujet, mais cette fois, vous vous rendez compte qu'en fait,
au fil de l'échange, de la discussion, il y a une personne parmi les 10 personnes invitées qui se prononce en faveur de l'interdiction des plateformes de streaming. Donc on voit bien qu'on ne va pas tout à fait ressentir la même chose, ni se comporter de la même manière dans une situation et dans l'autre, quel que soit notre propre point de vue sur les plateformes de streaming, hein. Alors, un autre exemple, maintenant, vous allez assister à une conférence, et c'est une conférence sur l'assistance médicale pour mourir. Donc, il y a le conférencier qui intervient sur cette question, qui pose des problèmes éthiques, économiques, psychologiques que cela peut poser. Enfin, il pose les différents arguments. Et donc, il explique à la fin de sa conférence qu'en réalité, il y a des enquêtes qui ont montré que la grande majorité des Français sont favorables en fait à l'assistance médicale pour mourir. Ou alors, à la fin de sa conférence, il dit, bah voilà, en fait, il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a quand même 7% des individus des Français qui sont favorables à l'assistance médicale pour mourir. Et là, il vous demande à l'Assemblée, hein, une personne qui participe à la conférence, il dit, bah, vous en pensez quoi? Levez la main si vous êtes favorable à une réforme de la loi qui permettrait d'autoriser, en tout cas sous certaines conditions, l'assistance médicale pour mourir. Alors imaginez-vous à nouveau dans cette situation. Je pense qu'assez spontanément, vous en viendrez à l'hypothèse que vous n'allez pas forcément réagir de la même manière dans les 2 cas. Bon, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Très probablement, c'est quand on est confronté à une majorité qui donne un point de vue, eh bien, très souvent, on va suivre en fait le point de vue majoritaire, au moins publiquement. Donc là, ce qui risque de se passer très probablement à l'issue de la conférence, 93% des Français sont favorables. Y êtes-vous favorable? J'y suis favorable. D'accord? Pas tout le monde, mais en majorité, on va avoir beaucoup de suivisme. À l'inverse, si le conférencier a simplement dit: «Il y a 7% des Français qui sont favorables, y êtes-vous favorable?» vous allez probablement pas lever la main. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas être influencé par ces 7%? C'est pas sûr et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la présentation. Alors pourquoi on change d'avis? C'est-à-dire qu'être influencé, c'est changer d'avis. J'avais une certaine opinion sur les plateformes de streaming ou sur l'euthanasie et à l'issue de la conférence, de mes échanges avec ces personnes, je peux garder la même opinion, donc ne pas être influencée, ou alors je peux être influencée, c'est-à-dire me dire, bah, peut-être que c'est vrai que dans certaines situations, on pourrait penser les choses différemment. Donc l'influence, c'est ça, c'est est-ce qu'on va changer d'avis sur le sujet. En réalité, on peut changer d'avis pour différentes raisons. Il y a des situations dans lesquelles on change d'avis parce qu'on est réellement convaincu des arguments. J'étais en défaveur de je ne sais quelle réforme, mais maintenant que j'y ai pensé, que j'ai discuté avec pas mal de personnes, que j'ai vu ce qui en était et cetera, bah, je suis plus en faveur de cette, réforme, par exemple. Voilà. Donc on peut changer d'avis parce qu'on est réellement convaincu par les arguments. Mais en fait, il existe plein d'autres raisons qui peuvent nous amener à changer d'avis et en particulier, parfois, on change d'avis ou en tout cas, on exprime un avis différent parce qu'on pense que c'est la réponse qui est attendue de nous. D'accord? Et comme on le verra, en réalité, c'est pas une mauvaise motivation en soi. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup de situations où donner la réponse attendue, bah, c'est une gage d'acceptation sociale, hein. Donc ça peut être une réponse relativement adaptée. On a tous été élèves, étudiants face à des enseignants. Bon, bah, c'est vrai que si on donne le point de vue que l'enseignant attend de nous, bah, en général, c'est plutôt quelque chose qui va entraîner un certain nombre de gratifications, une bonne note et cetera. Bon bref, donc on peut être convaincu enfin on peut changer d'avis pour différentes raisons, parce qu'on est convaincu ou juste parce qu'on comprend que c'est ce qui est attendu de nous et ça renvoie à un modèle donc de Petit Cacioppo qui a été publié en 86 où eux, en fait, donc ils ont travaillé sur la persuasion, ce qu'ils appelaient la persuasion qui est liée à l'influence sociale. Ils disaient en fait, il y a 2 manières d'être persuadés, donc il y a 2 choses qui peuvent nous faire 2 voies en fait qui peuvent, nous faire changer d'avis. Je suis désolée, voilà. Donc il y a 2 voies pour, élaborer l'information qu'on reçoit. On est face à un message persuasif. Par exemple, le conférencier qui explique que l'euthanasie devrait être autorisée sous certaines conditions ou quoi que ce soit. Donc il y a le message persuasif. Premier cas de figure, si on est en haut, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais bon, voilà, si vous devez pas. Si on est dans la voie qui est en haut, c'est ce qu'eux, ils appellent la route centrale. C'est une voie relativement approfondie, c'est-à-dire qu'on va réfléchir assez profondément à la question, on va peser le pour et le contre, on va poser les différents arguments, on va se renseigner, on va chercher à en savoir plus, on va poser des questions, on va se documenter et cetera. Donc on examine l'information attentivement et donc ce qui fait on va pas forcément changer d'avis, hein, suite au message persuasif. Mais si on change d'avis, quand on est dans cette voie-là, c'est qu'on a été convaincu par les arguments, par la qualité des arguments. Donc quand on est dans ce modèle-là de pensée,
Ce qui va être déterminant en termes d'influence sociale, c'est la qualité des arguments qu'on nous présente. Par exemple, si on nous présente des données qui prouvent que le glyphosate, je ne sais quoi, etc. Donc, on va faire attention aux données, aux arguments, à la qualité des arguments. Ça, c'est quand on est dans la route, enfin, ce qu'ils appellent la voie centrale, la route centrale. Mais en fait, vous savez probablement que dans beaucoup de situations de la vie de tous les jours, on n'est pas tellement là-dedans, en fait, hein. On ne cherche pas forcément à élaborer de manière très approfondie l'information. On a un niveau de motivation assez modéré à se faire une opinion très construite sur le sujet. Enfin, ça dépend sur quel sujet, mais il y a des sujets sur lesquels on n'a pas un niveau de motivation assez limité. Et dans ce cas-là, on va être plus dans la voie périphérique, donc avec une élaboration beaucoup moins approfondie de l'information. Donc on ne va pas forcément regarder les arguments, etc. Ce qui va déterminer si on est influencé ou non, c'est la présence de ce qu'eux, ils appellent des indices de persuasion, des indices relativement périphériques. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la personne qui parle d'un ton très affirmatif? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être sympa? Est-ce que la personne qui présente cette voiture dans la publicité, a l'air d'être un expert? Enfin, ce genre de choses. Donc des indices de persuasion qui ne sont pas tellement liés à la qualité des arguments, mais voilà, plus à un certain nombre de représentations sociales sur ce qui est, admis comme étant, plutôt de bonne qualité, comme par exemple l'expertise, et cetera. Donc dans les 2 cas, on peut changer d'avis. Dans les 2 cas, on peut être influencé. C'est juste pas la même chose qui va déterminer l'influence. Quand on est en haut du modèle, donc quand on élabore, quand on est motivé, quand on veut vraiment se faire une opinion éclairée sur un sujet, on va être influencé par la qualité des arguments. Alors que quand on n'a pas tellement ce niveau de motivation et qu'on doit exprimer un point de vue sans forcément vouloir aller chercher plus loin, parce on va utiliser des indices périphériques. Voilà. Alors parmi ces indices périphériques, il y en a un qui est souvent utilisé, c'est qui a l'air d'être d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde a l'air d'être d'accord avec ça? Que quand on est dans une situation où on est confronté à une majorité d'individus qui donnent un point de vue, qui s'avère ne pas être le nôtre, on ressent une pression normative, c'est que globalement le groupe avance plus vite si tout le monde est d'accord. On y reviendra dessus et donc une pression normative, c'est-à-dire qu'on sent qu'il faudrait qu'on adopte ce point de vue-là pour être comme les autres. Parce qu'être différent des autres, c'est compliqué socialement, cognitivement et cetera. Donc être confronté à une majorité, c'est un des éléments qui peut être cet indice périphérique qui va nous amener à donner une réponse, parce qu'on se dit que c'est finalement ce qui est attendu de nous dans cette situation. Alors ça renvoie à des travaux qui sont très anciens en psychologie sociale, mais bon, ils sont intéressants à présenter parce que je pense qu'ils sont toujours d'actualité. Il faudrait refaire l'étude là maintenant, mais je pense qu'on aurait des résultats assez similaires. Donc des travaux sur le conformisme. C'est un auteur qui s'appelle H, qui bon après ça a été répliqué plus tard, hein, mais cet auteur-là, en fait, il s'est posé la question suivante. Il s'est dit: «Est-ce que le conformisme peut amener les individus à donner une réponse totalement absurde?» C'est-à-dire une réponse qui, de toute évidence, est fausse, est incorrecte. Alors, bon, quand on se pose la question comme ça intuitivement, on se dit: «Bah, non». On est influencé quand on n'est pas trop sûr de nous, bon, qu'on n'a pas un avis tranché sur la question. Là, on regarde autour de nous, effectivement, on va avoir tendance à suivre les opinions des autres. Mais quand on est sûr de notre réponse, bah non, on n'est pas influencé. C'est ce qu'on pourrait prédire. Et en réalité, bah, ce n'est pas ce qui se produit, enfin pas toujours. Alors je vous explique le protocole qu'il a utilisé, H, pour mettre en évidence son effet. Donc il a fait venir des individus au laboratoire, donc c'est ce qu'on fait en psychologie sociale, on fait des expériences, donc on compare des conditions expérimentales. Donc il a fait venir des individus comme vous et moi au laboratoire, et il leur a dit: c'est une tâche visuelle, en fait. On va voir si vous arrivez à faire de la discrimination perceptive, donc voir, par exemple, si vous arrivez à estimer la longueur des lignes qu'on vous présentera sur l'écran. Donc il y avait toujours une ligne de référence qui est celle qui apparaît ici, et à chaque fois sur l'écran apparaissaient 3 lignes, et on demandait simplement aux participants laquelle est de la même longueur que la ligne de référence. Donc, vous allez essayer de répondre à la question et probablement, vous allez tous trouver la bonne réponse, sauf si vous avez des problèmes de vue. Mais pour s'assurer de ça, H avait quand même fait passer un test visuel en amont et avait éliminé les personnes qui avaient des problèmes de vue. Donc, bon, on est d'accord qu'ici, tout le monde arrive à répondre que la bonne réponse, la réponse correcte, c'est C.
D'accord? Donc il y avait une série d'épreuves comme ça. Donc réponse, enfin ce qu'on appelle une évidence perceptive. D'accord? Ici, la bonne réponse est forcément C. Ok, donc on va se mettre à la place des sujets, on arrive au laboratoire, on a un expérimentateur qui nous dit laquelle est la ligne qui est de la même longueur que la ligne de référence. Bah, la réponse est évidente, c'est C. Maintenant, il faut se mettre dans leur peau, c'est-à-dire qu'autour d'eux, il y avait d'autres personnes. Et ces autres personnes étaient présentées comme d'autres participants à l'expérience. D'accord? Donc, ils venaient participer à une expérience et puis ils pensaient que les autres personnes venaient également participer à l'expérience. Sauf qu'en réalité, une partie des autres personnes étaient des complices de l'expérimentateur. Donc, parfois, on les appelle les compères, les complices, mais en tout cas, ils étaient de mèche avec l'expérimentateur, donc ils allaient se comporter d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que ces complices, 12 fois sur 18, il ne fallait pas que ce soit à chaque fois pour rester crédible, 12 fois sur 18, ces complices allaient donner une réponse fausse. Donc, ils disaient, bah, la bonne réponse, là, c'est la réponse A. OK? Donc, imaginez ce que ressent le sujet. Premier tour, donc le participant. Premier tour, il se dit, bon, c'est bizarre, ils ont mal regardé. Deuxième tour, ça recommence, et ainsi de suite. Hein, il y a une série de passations, et donc ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, il commence à vraiment se poser des questions. C'est-à-dire qu'il est assez sûr de sa réponse, mais il est confronté à une majorité d'individus autour de lui qui donnent une réponse qui, de toute évidence, est fausse. Alors, que font les sujets dans ce cas-là? Eh bien, les résultats de cette expérience montrent que, pas tous les sujets, mais une grande partie des sujets, en l'occurrence 75% des sujets, ont été influencés au moins une fois. C'est-à-dire qu'au moins une fois dans le protocole, ils ont dit: «Oui, bah, d'accord, c'est la réponse A». C'est-à-dire que tout était organisé pour que les compères, bien sûr, parlent avant le participant. Donc lui, il voyait que la bonne réponse, c'était C, et puis tout le monde A, bah, arrivait son tour et il finissait par dire A, par dire, du coup, oui, par dire A, même si au fond, voilà, il savait bien que la bonne réponse était C. Alors pourquoi? Parce que à nouveau, ce qui est en jeu ici, c'est la pression normative, hein. C'est très coûteux de donner un point de vue qui est différent de la norme. Parce que déjà, on a l'impression que ça veut dire qu'on se trompe, donc on se sent bête, on se sent idiot, et cetera. Donc il y a un coût psychologique associé au fait de ne pas être, dans la norme, et puis il y a un coût social surtout, hein. C'est que généralement, quand on n'est pas dans la norme, on se fait rejeter. Je vais vous montrer une illustration de ça par la suite. Donc voilà, retenons de cette histoire que bon, le conformisme, c'est pas juste, un phénomène de mode, hein, c'est un phénomène psychologique qui est assez puissant, qui explique beaucoup de comportements de complaisance, donc quand on est dans des situations où on ressent une pression normative comme celle-ci. OK, mais alors du coup, si les personnes qui nous influencent sont, toujours les majorités, qu'en est-il des minorités? Et si dans cette situation, il n'y avait pas la majorité du groupe, mais seulement une personne qui donnait une réponse différente de celle qu'on attend, de celle qu'on pense vraie? Ou d'une manière générale, parce que là, c'est vrai que c'était une évidence perceptive, mais dans la vie de tous les jours, on est souvent confronté à des situations où on doit prendre des décisions, ou alors on doit donner son opinion sur des choses pour lesquelles on est beaucoup plus incertain. Et c'est quand on est incertain qu'on est le plus influencé, hein. Donc, bah, sur ces choses-là, est-ce qu'il y a que les majorités qui nous influencent, ou est-ce qu'il y a aussi les minorités qui peuvent nous influencer? Alors, vous allez voir, hein, qu'en fait, les minorités, elles peuvent avoir une vraie fonction, et notamment nous amener à réfléchir, et donc enfin, là, j'ai mis ici la photo, vous connaissez peut-être le film 12 hommes en colère, qui illustre extrêmement bien ce phénomène des déviants, donc des gens qui ne sont pas dans la norme, qui, donnent un point de vue minoritaire et qui finissent finalement par influencer, le mouvement. Donc là, bon, je ne veux pas spoiler, mais là, il va y avoir une influence assez importante dans 12 hommes en colère. Donc finalement, le conformisme existe, OK, mais qu'en est-il des minorités? Eh bien, les minorités, peut-être qu'elles peuvent, elles aussi, influencer. Sauf que ça va être compliqué parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la minorité, alors la minorité ou la personne, qui n'est pas d'accord avec le reste du groupe, donc qui ne se plie pas à la norme du groupe, elle va être qualifiée de déviante, hein, c'est son statut, un déviant, enfin être minoritaire, c'est être déviant. Alors, pour comprendre un peu cette idée-là, donc il y a Festinger, un des chercheurs en psychologie sociale qui était très actif dans les années 50 et qui, lui, disait en fait les groupes, enfin, il y a une forme de locomotion de groupe, c'est-à-dire que les groupes essayent d'avancer comme ça. D'accord? Groupe d'amis, groupe de collègues, etc. Les groupes essayent d'avancer et comme on le sait tous, c'est pas toujours facile d'avancer en groupe. D'accord? C'est pas toujours facile, mais on a besoin d'avancer parce qu'on a des objectifs à atteindre. Et donc, ce que dit Festinger simplement, c'est que le déviant, il va freiner la locomotion du groupe. Il freine la locomotion du groupe parce que, bah, voilà, il n'est pas d'accord, quoi.
Et donc, il y a pour cette raison-là, il y a une pression à l'uniformité qui se met en place très spontanément dans les groupes. Et c'est particulièrement le cas quand on doit prendre une décision rapide, qu'on est un groupe très cohésif, donc qui supporte assez peu la divergence, etc., etc. Donc, il y a des contextes en plus qui renforcent ce truc-là. Mais donc, il y a la locomotion de groupe qui est freinée par le déviant, et donc il y a une pression à l'uniformité. C'est-à-dire qu'en fait, ça arrange tout le monde si on est tous d'accord, globalement. Et donc ça a pour conséquence qu'il est beaucoup plus facile de se conformer que d'être déviant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a le coup psychologique, on se dit: «Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai probablement dit une bêtise, je ne suis pas comme les autres», etc. Et puis, il y a le risque de rejet social qui est un risque assez objectif. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on a peur de se faire rejeter, c'est qu'on risque effectivement de se faire rejeter quand on adopte un point de vue qui est divergent. Imaginez votre groupe d'amis, vous décidez, enfin tout le monde veut aller au cinéma, vous préféreriez aller à un concert, bon, ils vont tenter de vous convaincre, allez, on va au cinéma, ouais, bon, ils sont 8, vous êtes tout seul à vouloir aller à un concert. Au bout d'un moment, vous allez céder, vous dites bon, d'accord, on va au cinéma. Donc ça, c'est la pression à l'uniformité parce que sinon, la locomotion de votre groupe en direction du cinéma est freinée. Donc c'est vraiment le modèle de Festinger. Donc il y a un risque de rejet social et là, je vous présente juste rapidement une étude qui avait été faite justement dans les années 50, donc c'est assez ancien là aussi, mais qui illustre bien ce phénomène-là. Donc il y avait un groupe qui devait discuter, alors on avait imaginé enfin les auteurs avaient imaginé un cas de figure, une discussion sur on leur présentait le cas, donc c'était le cas de Johnny Rocco qui était un délinquant, voilà. Et donc on demandait à des participants en fait de jouer le rôle d'un tribunal qui devait décider de la peine à affliger à ce jeune délinquant. Et donc ils devaient débattre de tout ça, puis on leur disait: «Bah, à la fin du débat, vous allez nous dire quelle peine il faut donner à Johnny Rocco». Et donc, bon, globalement, la plupart des gens étaient pour une peine assez modérée. Donc, il y avait voilà, une norme autour d'une peine modérée qui se dessinait assez rapidement. Sauf que Schachter, l'auteur de cette étude, avait introduit dans le groupe des complices à nouveau. Et parmi ces complices, il y avait alors, ce qu'il a appelé un déviant stable, c'est-à-dire quelqu'un qui, tout au long de la discussion, allait dire non, 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 moi je pense qu'il faut qu'il ait une peine maximale parce que c'est vraiment grave ce qu'il a fait. Un déviant flottant, donc une autre personne qui lui disait: «Il faut vraiment la peine maximale», puis qui au bout d'un moment, bon, changeait un peu d'avis et se ralliait à la norme du groupe. Et puis il y avait un compère conforme, parce qu'il fallait quand même pouvoir comparer, ce qui relevait de la déviance, ce qui relevait de la conformité. Et donc bon, c'était l'époque où on faisait des études comme ça, donc là, il y avait vraiment une vraie discussion qui avait lieu, il a fait ça dans différents groupes, bien sûr, avec beaucoup de participants. Et en parallèle, il y avait des observateurs donc qui regardaient, qui assistaient à la discussion derrière des vitres sans teint, donc les participants ne savaient pas qu'ils étaient observés. Et il y avait des observateurs qui comptaient tout simplement le nombre de communications qui étaient adressées à chacun des compères, chacun des complices. Donc à chaque fois que quelqu'un leur parlait, hop, ils mettaient une petite barre. Donc ça, c'était la première mesure qui était faite dans cette étude. Et puis à la fin, donc à la fin de la discussion de groupe, on leur faisait passer un petit questionnaire où on les interrogeait sur ce qu'ils avaient pensé de chacun des membres du groupe. Donc il faut savoir que c'est des gens qui ne se connaissaient pas du tout, bien sûr, ils étaient venus pour participer à une expérience et on leur demandait, voilà, ce qu'ils avaient pensé de chacun des membres du groupe et en particulier, on faisait quelque chose qui est fait souvent dans les jeux télévisés, c'est-à-dire on disait: «Bah, s'il faut éliminer quelqu'un, qui est-ce que vous élimineriez?» Donc 2 mesures. Première mesure, le nombre de communications. Eh bien, ce qui est observé, c'est que le déviant stable est celui très clairement qui reçoit le plus de communication. C'est-à-dire que dans un groupe, quand il y a une personne qui est en désaccord, eh bien, en fait, tout le monde va en quelque sorte lui tomber dessus pour essayer de le convaincre. C'est-à-dire vraiment, on n'aime pas la déviance, ça perturbe, ça freine la locomotion du groupe, donc on va tenter de convaincre le déviant. Donc le déviant stable est celui qui reçoit vraiment le plus de communication. D'accord? Le déviant flottant en reçoit beaucoup aussi au début, mais dès lors qu'il rallie la norme, on arrête de s'adresser à lui parce que c'est bon, le travail est fait. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que le déviant stable reçoit beaucoup, beaucoup de communication jusqu'à peu près les 3/4 de la discussion. Et puis là, plus rien, plus du tout de communication. Alors pourquoi? Bah parce que justement, il ne s'est pas laissé convaincre. C'était son rôle de compère, de tenir la position minoritaire jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont tenté de le convaincre avec l'objectif. La question qui est sous tout ça, c'est est-ce que tu restes dans le groupe ou pas en fait? C'est nous, on veut bien te garder si tu es d'accord avec nous, mais sinon ça va être plus compliqué. Donc ils essayent de le convaincre, ils s'adressent beaucoup à lui. Et puis à partir du moment où ils voient qu'il ne changera pas d'avis, eh bien là, ils arrêtent de parler avec lui. Et donc bien sûr, sans surprise, c'est aussi la personne qui est la moins appréciée du groupe.
D'accord? Donc ce qui apporte quand même du support à cette idée que, le déviant, il va poser problème au groupe parce qu'il freine la locomotion du groupe et donc ça veut aussi dire que quand on n'est pas d'accord avec un groupe, quand on est dans un point de vue minoritaire, mais c'est très, très difficile de s'exprimer. C'est très difficile parce qu'on a conscience de ce coût social associé, mais que généralement on n'a pas envie de se faire rejeter des groupes, ni d'amis, ni de collègues, ni de rien du tout. Donc voilà, on finit par suivre la norme. Donc le déviant, la minorité est rejetée. Or, c'est un problème parce qu'en réalité, quand on regarde dans les recherches qui existent, notamment sur la créativité, sur la pensée de groupe, eh bien, en fait, on voit que le déviant, c'est plutôt pas mal d'en avoir un dans un groupe, finalement. Alors, il y a des auteurs, par exemple, une auteure qui s'appelle Yolanda Yetton, qui est une auteure australienne, donc elle et ses collègues ont publié il y a quelque temps un livre qui s'appelle Les rebelles dans les groupes et qui est super parce que justement, il donne ce point de vue un petit peu différent du point de vue minoritaire. Elle, en fait, ce qu'elle dit, et elle n'est pas la seule à le dire, c'est en fait la déviance, le fait de ne pas être d'accord avec le groupe, le fait de dévier de la norme, c'est plutôt. Alors, ça pose problème dans le groupe, ça génère pas mal de problèmes, mais c'est en fait assez sain pour le groupe. C'est très sain même, ça lui permet d'être en bonne santé au groupe. Pourquoi ça lui permet d'être en bonne santé? Parce que ça permet d'éviter de tomber dans une cohésion qui serait trop forte et dans laquelle les gens pourraient plus s'exprimer. Et aussi parce que c'est ce qui amène une forme de pensée, ce que certains appellent la pensée divergente, c'est-à-dire qu'on peut envisager différentes alternatives. On peut entendre différents points de vue, on est ouvert à la possibilité du changement et on ne tombe pas de manière aveugle dans la solution qui semble la plus évidente. Hein, on considère les alternatives, etc. Parce qu'on sait aussi qu'en groupe, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, notamment la pensée de groupe, où on va assez rapidement se mettre d'accord sur une solution, puis on s'embarque dans cette décision. Et puis après, quand on se retrouve tout seul, on dit mais pourquoi on a pris cette décision? C'est absurde. Mais comme on était en groupe, on a subi cette pression normative et donc on n'a pas fait ça. Donc, en fait, avoir un déviant dans un groupe, c'est plutôt sain. Et il y a même certains auteurs qui préconisent, quand on fait des travaux de groupe, par exemple, d'attribuer à quelqu'un le rôle de l'avocat du diable. Donc, de demander à quelqu'un de systématiquement être dans le point de vue minoritaire, de dire bah oui, mais peut-être que si on fait autrement, c'est mieux. Voilà, celui qui va freiner la locomotion de groupe, mais qui, en fin de compte, nous évite de tomber dans des pièges voilà, du conformisme notamment. Donc, bon, il y a des auteurs qui disent ça, et c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qui nous a, bon là c'est des recherches internationales, mais en France, c'est quelque chose auquel on est aussi beaucoup attaché, notamment parce qu'en France, on a eu un auteur qui s'appelle Serge Moscovici, qui a fait plein de choses dans sa vie de chercheur. Il a fait de la psychosocial, de la sociologie, il a travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses, mais il a aussi travaillé sur l'influence minoritaire, justement. Et lui, ce qu'il proposait, il est décédé il y a quelques années, ce qu'il proposait, c'est que le conformisme permettait le maintien du statu quo, mais que les déviants, donc les minorités, permettent le changement social. Et donc lui, il a analysé ça à l'échelle de la société, et il a dit en fait quelque chose qui est très vrai, qui est si la seule forme d'influence qui existait, c'était l'influence du conformisme, des majorités, etc., il n'y aurait jamais de changement. Et si aujourd'hui, en tant que femme, par exemple, on est dans la position qui est la nôtre, et dans laquelle on n'aurait pas pu être il y a 100 ans, on est toutes d'accord là-dessus, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont dit ben non, en fait, on va essayer de penser les choses différemment. Et c'est un peu comme s'il y avait donc des groupes minoritaires ou des personnes qui nous mettent la puce à l'oreille sur le fait que les choses pourraient être différentes. Et après, ça prend des années, bien sûr, mais ça peut, parfois, pas toujours, mais ça peut aussi permettre le changement social. Alors, que dit Moscovici en particulier, mais il n'est pas le seul non plus, tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'influence sociale, c'est que finalement, pour comprendre ça, il faut accepter l'idée que l'influence, elle peut se jouer à différents niveaux. Il y a un niveau que les auteurs qualifient de manifeste, l'influence manifeste, directe, publique. Par exemple, lorsque vous votez dans la conférence que j'évoquais en début de présentation, on est dans de l'influence manifeste, directe, publique, celle qu'on observe généralement en présence de la source d'influence. OK. Mais il y a une autre forme d'influence qui est plus latente, indirecte, privée, qu'on n'observe pas immédiatement, mais qui peut se faire de manière un peu plus diffuse, prendre un peu plus de temps, être moins visible également,
Donc souvent dans les études, on va prendre une mesure d'influence immédiatement après la présentation du discours. Donc on capte souvent l'influence manifeste, beaucoup moins souvent l'influence latente. Et ce que dit Moscovici, c'est qu'en fait, et c'est surtout au niveau latent que les déviants peuvent nous influencer. Et c'est pour ça que souvent on passe à côté. On passe à côté en considérant qu'ils vont pas nous influencer. Donc l'influence peut être manifeste, latente, elle peut être les deux à la fois, elle peut être ni l'un ni l'autre, les deux sont tout à fait orthogonales. J'ai mis quelques exemples ici. On connaît tous, alors en tant qu'enseignant particulièrement, le problème de l'influence uniquement manifeste. Un élève suit un cours, le jour de l'examen, il réussit à répondre aux questions, 18 mois plus tard, il n'a aucun souvenir du cours. Donc c'est un grand classique de l'influence, mais n'empêche que ça remet en cause pas mal de, pas mal de pratiques, de pratiques pédagogiques qui reposent sur l'expertise, parce que bon, la majorité, l'expertise, tout ça, c'est un petit peu le même format d'influence, c'est-à-dire qu'on se fie à la majorité parce qu'on pense que la majorité a raison, mais on se fie généralement aussi aux experts parce qu'on pense que les experts ont toujours raison. Et donc, on a face à la majorité quelque chose de proche des experts, mais on a aussi face à la minorité quelque chose de proche de ce qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est novice, d'accord, qui n'est pas considéré comme expert du sujet. Donc là, l'influence, elle est uniquement manifeste. Bon, j'ai mis un autre cas de figure. Un ou une amie très au courant de la mode vous suggère d'acheter une paire de chaussures très originale. Vous la trouvez laide, ne l'achetez pas. Quelques années plus tard, vous achetez une paire similaire. Donc là, il n'y a pas d'influence manifeste puisque la personne ne réussit pas à vous convaincre, mais ça se joue de manière latente quelques temps plus tard. Puis dernier cas de figure où là, on peut se dire qu'il y a de l'influence à la fois au niveau manifeste et au niveau latent. Vos parents vous ont appris qu'il fallait se brosser les dents après chaque repas. Vous l'avez fait durant toute votre enfance et aujourd'hui, vous vivez seul et continuez à le faire. Donc là, l'influence, elle est à la fois manifeste et latente. D'accord? Donc les deux sont orthogonales. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, Moscovici et d'autres vont proposer, dans les années 70-80, que les minorités ou globalement les sources de bas statut, parce que élargir le modèle, mais peuvent avoir de l'influence, mais que cette influence va surtout s'observer à un niveau latent. Or, eux, ils disent que, leur propos, c'est de dire, elle est difficile à capter, elle est difficile à observer, cette influence, mais elle est vraiment fondamentale, elle est essentielle, parce que c'est celle qui permet le changement social. Je vais vous expliquer maintenant comment Moscovici et ses collaborateurs ont procédé pour mettre en évidence l'influence sociale. Je reviens juste pour expliquer ça. Donc, rappelez-vous l'expérience de H que je vous ai présentée tout à l'heure. On était face à une évidence perceptive, la longueur des lignes. Donc, Moscovici et ses collègues, ils vont utiliser une autre évidence perceptive qui est la couleur de cette image. Donc, voilà, de quelle couleur est cette diapo? Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il est bleu. Probablement. Vous êtes d'accord. En tout cas, les sujets de l'expérience, les participants qui venaient pour participer à l'expérience de Moscovici et ses collaborateurs considéraient aussi qu'elle était bleue, cette diapo. Donc, ils présentaient, voilà. Donc, les gens venaient au laboratoire, ils se retrouvaient dans un groupe de 6 personnes. Donc, ils étaient entourés de 5 personnes, d'accord? Ils pensaient que ces personnes étaient venues passer la même expérience qu'eux, donc avaient exactement le même statut qu'eux. Et donc, les participants, quand on leur demandait quelle est la couleur de cette image, répondaient bleu, normal. Sauf que dans une condition expérimentale, donc pour la moitié des participants, lorsqu'ils arrivaient et qu'ils répondaient, donc eux, ils répondaient bleu, mais 2 personnes du groupe, qui, vous l'aurez compris, étaient des complices, donc des compères expérimentateurs, 2 personnes répondaient vert. Donc là, on est face à une évidence perceptive. La bonne réponse, c'est bleu. Et on a 2 personnes, probablement qu'on va trouver assez farfelues d'ailleurs, qui donnent une réponse qui nous semble un peu bizarre, vert. OK. Donc, voilà, avant de faire apparaître, vu que l'animation ne marche pas, je le fais avant, mais bon. Est-ce que, donc là, ce qui intéresse les chercheurs, c'est 2 choses. C'est est-ce que les gens vont finir dans la conversation par dire c'est vert? Donc, est-ce qu'il y a une influence manifeste, un peu comme dans les expériences de H, les gens finissaient par donner la réponse absurde. Est-ce que là, les participants vont dire c'est vert? Bah non, ils n'ont pas vraiment raison de le faire puisqu'ils sont simplement confrontés à une minorité. Donc, la majorité des gens pensent comme eux que c'est bleu. Et pour eux, c'est évident que c'est bleu. Donc, en fait, ils sont très, très peu nombreux à être influencés sur le plan manifeste. Donc, mesure d'influence directe, manifeste. Les sujets changent-ils d'avis? Non. La plupart maintiennent leur point de vue, continuent à dire que c'est bleu tout au long de l'expérience. Bon, il y en a 8% qui répondent vert, ce qui montre qu'il y avait quand même peut-être une petite ambiguïté, mais enfin 8%, c'est très peu. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est la mesure d'influence plus indirecte, donc plus latente. Et là, ils ont été très inventifs. Donc une fois l'expérience terminée,
ils ont présenté aux participants un dégradé de couleurs. Enfin, ils ont présenté plusieurs choses pour noyer un peu le poisson, mais entre autres un dégradé de couleurs, et ils leur ont dit, est-ce que vous pourriez m'indiquer le seuil à partir duquel vous considérez que c'est du vert? Donc bien sûr, le dégradé allait du bleu au vert. Donc ce qu'ils interrogeaient ici, c'était la représentation que les participants se faisaient du bleu ou du vert. D'accord? Donc s'il n'y a pas d'influence, bah, on va avoir un seuil moyen qui est équivalent au groupe contrôle. Donc le groupe contrôle, je vous rappelle que tout le monde donnait la réponse bleue. Mais si on a eu une influence des personnes qui disaient vert, alors ça veut dire que ça va déplacer un petit peu le curseur à partir duquel on considère que c'est du bleu ou du vert. Voilà. Et bien c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le seuil à partir duquel la pastille, c'était des pastilles de couleur, était considérée comme verte, diffère du groupe contrôle. Donc il y a eu un petit déplacement vers le vert. Donc comme si on avait rajouté un petit peu de vert dans notre conception du bleu. D'accord? Ce qui suggère quand même qu'ils ont eu un peu d'influence sur nous, ces deux farfelus, donc qui étaient les compères de l'expérimentateur et qui donnaient une réponse qui vraiment semblait absurde à ce moment-là. Donc il pourrait bien y avoir une influence minoritaire. Alors bien sûr, on peut se dire que ça, c'est lié au fait que simplement on a entendu la réponse vert et bon, voilà. Et donc, bah, quand il a publié cette expérience, d'autres auteurs ont dit oui, mais si ça avait été une majorité qui avait donné la réponse vert, on aura encore plus d'influence sur le changement de la couleur. Vous me suivez? Donc, il a fait l'expérience pour savoir ce qu'il en était. Donc là, dans cette expérience, Moscovici et Lage, ils ont utilisé exactement la même procédure, même protocole, mais ils ont comparé cette fois 3 conditions. Donc, il y avait toujours le groupe contrôle où tout le monde donnait la réponse bleue. Il y avait la condition minoritaire où 2 personnes, 2 complices donnaient la réponse vert. Et puis, il y avait une condition majoritaire où ce n'était pas 2, mais 4 complices qui donnaient la réponse vert. Donc, ça ressemble beaucoup à l'expérience de H qu'on a vue tout au début de la présentation. Qu'est-ce qui a été observé? Alors là, à nouveau, ça s'affiche directement. Donc, sur la mesure d'influence manifeste, est-ce que les gens changent d'avis? Alors, face à la minorité, non, très peu. Hein, on est toujours autour de 10%, donc c'est vraiment très, très peu. Mais face à la majorité, beaucoup plus. Pourquoi? Ben, pour la même raison que dans l'expérience de H, hein, la pression à uniformité, le conformisme. Donc, quand on a 4 personnes autour de nous qui systématiquement disent vert, 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 et qu'on est seulement 2 à dire bleu, bon, on finit par, alors pas tous, hein, encore une fois, mais en tout cas, c'est une influence qui est assez massive quand même, 40% qui en viennent à donner une réponse qui est fausse. Hein, publiquement, on dit, ok, c'est vert. Ils finissent par dire que c'est vert. Voilà. Donc 40% en condition majorité et seulement 10% en condition minorité. Et bon, dans le groupe contrôle, c'est 1%, donc c'est vraiment très très peu. Et par contre, sur le changement de la représentation de la couleur, donc même tâche, hein, le curseur à partir duquel on considère que c'est du bleu ou que c'est du vert, et bien là, la minorité, on retrouve le déplacement de curseur. Donc, on a bien rajouté un petit peu de vert dans la conception du bleu lorsqu'on a été confronté à une minorité. Et par contre, ce n'est pas le cas face à une majorité. Donc ça, c'est intéressant parce que l'influence de la majorité, elle se produit beaucoup à un niveau manifeste. Hein, elle est assez claire, assez facile à observer. Mais par contre, elle s'arrête assez rapidement. Alors que l'influence de la minorité ne se produit pas à un niveau manifeste, mais peut s'observer sur des mesures plus indirectes, plus latentes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que disent beaucoup d'auteurs, c'est que la minorité, comme la majorité, va créer un conflit dans notre esprit. On pensait que c'était du bleu. Ça, c'était notre équilibre cognitif. Pour nous, on a appris que c'est du bleu, on pensait que c'était du bleu. Donc ça, c'était notre équilibre. Enfin, c'était ce qu'on pensait avant d'être confronté à cette source d'influence. Et on est confronté à des sources, donc qui sont soit des minorités, soit des majorités, qui nous disent bah, c'est du vert. Ok. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est la création du conflit. Et le conflit, il va entraîner une double incertitude. D'une part, l'incertitude, elle se situe sur la validité de la réponse. Est-ce que ma réponse est correcte en fait? Parce que c'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, moi je croyais que c'était du bleu, puis il y a 2 personnes ou 4 personnes qui disent que c'est peut-être vert. Donc il y a une incertitude épistémique, si j'ose dire. C'est vraiment sur le contenu de la connaissance. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Et puis, bah, il y a une incertitude un peu plus sociale, un peu plus relationnelle, on va dire. Et si je donne une mauvaise réponse, est-ce que ça ne va pas entraîner une désapprobation sociale? Donc là, ça peut être à la fois le rejet du groupe, ça peut être aussi l'expérimentateur ne va pas être content, et donc voilà, c'est ce risque de désapprobation sociale. Donc ce qui se passe, d'après Moscovici et collaborateurs, c'est que justement, le fait que le conflit vienne d'une minorité ou d'une majorité va nous amener à nous focaliser plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre des aspects.
Lorsqu'on est confronté à une source majoritaire, globalement, ce qui se passe, c'est la chose suivante. On a peur d'être qualifié de déviant, hein, on l'a déjà évoqué, on a peur de pas être comme tout le monde. Donc, si la majorité des gens pensent que c'est vert, voilà, on est focalisé sur les enjeux normatifs, sur la peur de dire, quelque chose qui serait désapprouvé et cetera et donc on va réduire cette tension en se conformant. Enfin, voilà, la majorité en tout cas va se conformer. Donc ça va se traduire par de la complaisance lorsque c'est un expert, par exemple, un enseignant ou autre, de l'imitation, du suivisme. Ça peut prendre différentes formes, mais globalement, c'est: «OK, je suis d'accord. Si vous pensez ça et que ça doit être ça la bonne réponse, je suis prête à dire que je suis d'accord avec ça». Et ça permet de résoudre le fameux conflit. Donc une fois qu'on a dit qu'on était d'accord, c'est bon, c'est réglé. On peut arrêter de réfléchir à cette question. D'accord? Et c'est probablement la raison pour laquelle l'influence majoritaire entraîne en général très peu ou pas du tout de changement latent, parce que ça s'arrête là. Alors que lorsqu'on est confronté à une minorité, on n'a pas cette peur d'être qualifié de déviant parce qu'on est dans la norme. Quand on dit bleu, on a encore une majorité de gens autour de nous qui dit bleu, donc on est tranquille par rapport à ça. Donc on maintient notre réponse initiale, on ne change pas d'avis publiquement, il n'y a pas de raison, donc il n'y a pas de changement manifeste. Mais par contre, le conflit n'est pas résolu, hein, ce conflit cognitif qui a été généré par la réponse divergente. Le conflit n'est pas résolu et donc va se produire ce que Moscovici appelle le processus de validation, c'est-à-dire cette étape où on va réfléchir aux conditions de validité de la réponse divergente. Qu'est-ce qui les amène à penser que c'est vert? Qu'est-ce qui les amène à penser que la femme pourrait avoir le droit de vote? Qu'est-ce qui les amène à penser que? Et donc, on essaye de définir les conditions de validité de la réponse, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quelles pourraient être les conditions dans lesquelles ça serait vrai. D'accord? Et quand on fait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y réfléchit. On y réfléchit. Donc, on est en train de basculer sur un traitement beaucoup plus approfondi, la voie plus centrale d'élaboration de l'information. On y réfléchit. Comme on n'a pas la pression normative à se conformer, ben, on peut y réfléchir finalement assez sereinement. Donc, ça ne veut pas dire que ça va toujours déboucher sur l'influence sociale, mais en tout cas, ça signifie que ça nous oblige à réfléchir au sujet. Et donc, ça peut entraîner de l'influence sociale. Et quand ça produit de l'influence sociale, celle-ci repose vraiment sur une reconstruction cognitive et s'exprime sous forme de changements plus latents, plus indirects. D'accord? D'ailleurs, en général, on a oublié à ce moment-là qui était la source de l'influence, hein. Donc, on a changé notre représentation du bleu ou du vert, mais on ne dira pas: «C'est parce que j'ai entendu 2 personnes me dire que c'était du vert», parce qu'en fait, ça se produit beaucoup, enfin, assez longtemps après et puis parce que les déviants, on n'a pas envie d'être assimilés aux déviants, hein, parce qu'on l'a vu, hein, c'est pas une position qui est confortable. Donc dans ces cas-là, on est influencé, on a tendance à oublier la source, mais on peut être influencé de manière, assez durable. Alors comme je vois l'heure tourner, je vais passer directement à ici. Voilà, donc récapitulons qui influence. Bon, alors bien sûr, c'est seulement 2 formes d'influence, hein, dont on a discuté, mais qui influence? Les sources majoritaires, expertes, en position d'autorité, hein, parce que là, on a parlé des majorités, mais vraiment, on a le même processus qui se produit avec les experts, avec bien sûr, les personnes qui sont en situation d'autorité, le N+1, et cetera. Donc là, on est tenté de faire ce que la personne nous dit de faire ou de ce que la majorité nous dit de faire parce qu'il y a une pression très forte, hein, à se soumettre. Donc ça va être, une forme d'influence qui est très efficace pour entraîner du conformisme, du suivisme, de l'obéissance. Mais par contre, c'est généralement associé à assez peu d'élaboration et donc au maintien du statu quo. Mais après tout, il y a énormément de situations où ce qu'on va chercher, c'est pas forcément le changement social, hein, c'est le maintien du statu quo, hein. Donc, cette forme d'influence est très efficace pour maintenir les choses telles qu'elles sont, on va dire. Et par opposition, la source minoritaire, les sources novices qui n'ont pas de statut, vont entraîner peu de suivisme, donc un maintien de la position initiale, mais une réflexion sur le sujet, le processus de validation. Il y a des recherches aussi qui montrent que c'est associé à plus de créativité, c'est-à-dire qu'on s'autorise à donner des réponses un peu plus divergentes. Donc ça, c'est des tâches sur lesquelles, par exemple, on demande à des participants, bah, donnez-moi le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez bleu. Et donc si les gens disent ciel, c'est pas très créatif. S'ils répondent par exemple jean, c'est un peu plus original. Alors créatif ou original, mais en tout cas, c'est une mesure qui est souvent utilisée comme une mesure de créativité. Et donc voilà, ça favorise une pensée un peu plus divergente et ça rend l'influence possible, mais à un niveau plus latent. Et cette influence, même si elle est difficile à détecter dans des expériences, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui explique le changement social, hein, parce que petit à petit, alors ce que dit Moscovici, c'est qu'on va changer individuellement là, hein. Donc sur notre conception du bleu ou sur tout un tas d'autres choses, à force d'y réfléchir, on va finir par se convaincre de quelque chose. Et au début, on n'ose pas trop le dire parce que c'est une position minoritaire. Puis petit à petit, on va discuter avec d'autres personnes.
Et donc, on va discuter avec d'autres personnes, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser ça, en fait. Et donc, à force de discuter, etc., ben, en fait, progressivement, ce point de vue qui, au départ, était minoritaire, va devenir une position majoritaire, en fait. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, c'est ce que dit Moscovici, les lois changent pour s'adapter à ce qui est devenu la nouvelle norme. Alors, voilà, j'ai parlé du statut des femmes, mais on pourrait parler de plein de choses, hein, le mariage pour tous, etc., qui qui au départ sont des positions extrêmement minoritaires, mais qui progressivement deviennent des positions plus majoritaires et plus acceptées, enfin acceptées plus largement. Donc, si je reviens aux exemples de départ, on est d'accord que sur la question du streaming, probablement au cours de la soirée, si c'est 9 personnes sur 10, vous allez dire OK, vous allez finir par dire d'accord, oui, c'est vrai, il faudrait interdire les plateformes de streaming, mais probablement ça ne va pas vous influencer de manière très, très latente. Influence qui peut-être aura plus de probabilité de se produire si vous avez été confronté à une minorité, précisément parce que cette minorité ne vous aura pas obligé, en quelque sorte, en tout contraint, à vous soumettre à leur point de vue. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je vous ai juste mis sur le dernier, voilà, alors, hop, voilà, sur la dernière diapo. Pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, j'ai mis quelques ressources que vous pouvez trouver librement. Puis ceux qui veulent vraiment se documenter de manière un peu plus approfondie, il y a pas mal de bouquins qui existent sur la question de l'influence sociale. Pas que l'influence minoritaire et majoritaire d'ailleurs, mais l'influence en général. Et donc, je vous en ai mis quelques-uns. Ça, c'est une collection Presse universitaire de Grenoble qui est la Psycho en plus, qui est pas mal pour se familiariser avec un sujet. Ce livre-là, j'imagine qu'une majorité d'entre vous le connaissent déjà parce que bon, c'était un livre qui a été énormément vendu, mais il est quand même vraiment super. Donc, s'il y en a encore parmi vous qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Il y a aussi Influence et manipulation qui est un petit peu du même genre. Celui-ci est en anglais, mais il est intéressant aussi sur des aspects assez basiques de psycho et d'influence sociale. Voilà. Alors, je n'ai pas du tout lu les questions qui apparaissaient dans le chat, donc voilà, on va faire ça maintenant. Enfin, Sandrine, si tu veux me dire. Super, bah, merci énormément à Céline pour cet exposé très très clair et puis illustré avec des expériences mythiques qui sont, comme tu le disais, parfois anciennes, mais qui sont encore d'actualité. Effectivement, on a quelques questions ou remarques, en tout cas, qui viennent des participants. On va regarder ça plus en détail. Donc, les premières questions qui intervenaient sur ton début d'exposé, c'était est-ce qu'il s'agit d'un biais d'ancrage ou d'un biais de conformité pour justement les pourcentages quand tu présentais les pourcentages? Oui, alors je pense que les pourcentages, ça doit référer à. Alors je vais peut-être enlever le partage en fait. Ce sera mieux pour voir. Voilà. Oui, alors en fait, c'est pour ça que la deuxième expérience est utile parce que la première expérience, ça peut être juste effectivement, il y a deux donc les expériences de Moscovici sur le paradigme bleu-vert. C'est vrai que sur la base de la première, on peut se dire c'est simplement parce qu'on a entendu deux personnes dire vert et donc bah, on se base là-dessus en fait. Alors, première chose, elles ne répondent pas toujours en premier. D'accord. Donc, en fonction de l'épreuve, elles peuvent répondre à des positions différentes. Et c'est surtout pour ça que la deuxième expérience était utile, parce que justement, dans la deuxième expérience, il y a la condition de majorité, où là aussi, on est confronté à des personnes qui donnent la réponse vert. Donc, si c'était un effet d'ancrage, on aurait aussi une influence indirecte face à une minorité. Voilà. Et par rapport justement, quand les personnes donnent le pourcentage 13% ou 97%, là, du coup, c'est quand même un effet d'ancrage, peut-être, de ce qui est proposé et Ah qui oui, limite pardon, ensuite notre raisonnement. sur les exemples du début, oui. Alors, Oui. c'est possible. Après, c'était simplement des exemples pour illustrer la pression qu'on peut ressentir quand on est confronté à une majorité. Mais oui. Oui, après, la situation serait différente si on avait, par exemple, commencé par donner son point de vue avant d'entendre celui des autres. Oui, Ouais. bien sûr. Véronique, je vois que tu lèves la main. Je te laisse poser une question pendant que je regarde la suite des questions qui sont dans le chat. Merci Sandrine. Bonsoir Céline, merci beaucoup pour cette conférence vraiment intéressante. Alors moi je me pose une question, surtout depuis l'apparition des nudges, parce que je connaissais bien le modèle de Pété Cacioppo et en fait c'était le modèle classique standard, c'est qu'il y a un message, persuasion et ensuite changement de comportement, le modèle de la publicité, etc. Bon. Et depuis les nudges, je me demande vraiment quel est le lien entre croyance, opinion et comportement, parce que le nudge fait changer le comportement directement. Et
chante l'étape persuasion et du coup fait changer les normes de référence au niveau des comportements. Et je me demandais si derrière, finalement, le modèle de persuasion, quand il s'agit du comportement, hein, pas de l'opinion, n'était pas devenu un peu caduque. Et ça fait des années que je me pose la question et c'est pour ça que je vous la pose, parce que je ne sais pas s'il y a des travaux sur les liens, de nouveaux travaux qui ont pris ça en compte ou pas du tout. J'aimerais savoir, et quel est le lien entre les deux, quoi. Ou c'est peut-être une question tirée par les cheveux, je ne sais pas. Non, c'est vrai. En fait, je pense qu'on est allé un peu plus loin depuis le modèle de Petit-Cacioppo, c'est que maintenant, on se rend compte qu'il peut y avoir de l'influence sans persuasion. Bon, même si dans le nudge, il y a quand même l'idée de la conformité, hein, le biais de conformisme. Hein. Donc, il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, on regarde ce que font les autres et on se cale sur ce que font les autres. Donc, le nudge, en fait, il y a plusieurs choses. Le nudge a pris dans les études sur la persuasion un certain nombre d'éléments, mais là où il y a une contribution vraiment importante, c'est de montrer que parfois, il n'y a pas de persuasion. Il peut effectivement y avoir une influence sociale sans persuasion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est deux formes d'influence. En fait, on sait maintenant qu'il peut y avoir d'autres influences. Hein. Parfois, l'influence, elle se fait de manière complètement implicite, c'est-à-dire sans qu'il y ait de source d'influence. Voilà. Donc, non, c'est deux formes d'influence, mais ce n'est pas les seules. Merci beaucoup, Christine. Je vois que tu as une question également. Non, Alors, c'est Christina. merci d'avoir bien précisé ça. Moi, je sais pas, excusez-moi, j'étais un peu réactive dans le chat. Et puis, je crois que j'avais mon micro tout à l'heure, j'ai pas fait exprès, donc pardon. Moi, je me demande si l'influence n'est pas précisément la zone de l'intérêt personnel. Et du coup, j'aimerais bien avoir d'éclairage là-dessus. En fait, on crée des espèces de consensus mou dans lequel, en fait, potentiellement, personne ne veut remettre en cause le paradigme pour maintenir quelque chose qui favorise un confort collectif. Et effectivement, on génère du fait des boucs émissaires. On parlera aujourd'hui maintenant de disruption, mais est-ce que même ce concept-là n'est pas en train de se faire approprier par une société de la consommation, les systèmes? Et du coup là, est-ce qu'on n'arrive pas à marcher sur la tête? On nous appelle à la disruption, on nous appelle à la divergence, mais tout en faisant en sorte que celle-ci ne puisse jamais advenir à son dessein, c'est-à-dire permettre un changement, une véritable transformation. C'est une question, merci. Oui. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est aussi pour ça que le conformisme est un mode d'influence qui est aussi puissant. Hein. C'est que le conformisme permet le maintien du statu quo. Donc, globalement, c'est très efficace et notamment, enfin, voilà, hein, c'est aussi ce que montrent les recherches. Mais donc, par exemple, on est dans une société qui génère beaucoup d'inégalités, hein, ça c'est très clair. Donc, on va avoir un discours en faveur de la réduction des inégalités. Tout le monde a l'air d'être d'accord là-dessus, sur le plan manifeste. Hein. Mais en fait, ce que montrent les recherches, par exemple, sur ce sujet-là, c'est que finalement, les gens sont d'accord dans le discours, mais qu'on a toute une partie de la population qui, en fait, sont plutôt soucieux de maintenir le système tel qu'il existe. C'est-à-dire que le soutien au changement, en fait, globalement, le changement fait peur. Hein. Ça, c'est aussi ce que montre le nudge, hein, mais c'est toujours plus risqué d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas que de s'enfermer dans ce qu'on connaît déjà. Et donc, le conformisme, il a ça de rassurant que finalement tout le monde est d'accord. Il donne une impression qu'il y a un consensus, que tout va bien. Et particulièrement, c'est là que la notion d'intérêt personnel peut intervenir, ce que montrent les travaux, c'est que ceux qui sont les plus résistants en fait, à rentrer dans quelque chose qui relèverait plus d'un changement qu'on va qualifier de structurel, hein, donc un changement assez radical, ceux qui sont les plus résistants à ça, c'est ceux qui bénéficient en fait de l'équilibre du système tel qu'il existe. Hein. Donc sur la question des inégalités, par exemple, on a un effet de statut qui est assez clair, hein, et qui s'observe dans quasi tous les pays. Hein. C'est lorsqu'on appartient au groupe de haut statut, en général, on est beaucoup moins en faveur d'un changement social, on est plus en faveur du conformisme et de ce genre de choses que lorsqu'on est dans une position de bas statut, en fait. Hein. Donc oui, il y a alors, par rapport à ce que vous dites, il y a plein de choses, mais il y a une tendance générale à rester, parce que le statu quo, c'est rassurant, hein, donc voilà, de rester dans quelque chose qu'on connaît. Il y a ça. Il y a aussi beaucoup de pression à rester là-dessus, notamment parce que ceux qui décident de ça sont effectivement des personnes qui appartiennent plutôt à des groupes qui bénéficient en quelque sorte du système tel qu'il existe. Et donc, c'est aussi ça, hein, qui explique que le conformisme, c'est vraiment une forme d'influence qui est assez massive, quoi. Et c'est pour ça que je mettais dans ma conclusion, l'influence minoritaire peut entraîner du changement social, mais ne va pas en entraîner systématiquement. Hein. Il faut un certain nombre de conditions. Et même quand ces conditions sont respectées, parfois, ça ne suffit pas. Donc, elle est possible,
mais elle n'est pas évidente, l'influence minoritaire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, peut-être. Ouais, mais alors du coup, ma question, c'est doit-on s'inquiéter? Parce qu'à partir du moment où les personnes qui sont au cœur des mouvements de transformation sont eux-mêmes profondément attachées à leur à ce qui est consécutif de leur existence, qui a été construit sur une norme et un construit social disant que c'est normal potentiellement de bénéficier alors que d'autres n'ont pas. Quid de ce changement? Enfin, moi, je suis vraiment, pour être totalement transparente, abattue en fait, même si je continue à essayer de participer, je suis abattue parce que plus la masse des personnes qui se revendiquent de la transformation sont des personnes qui sont intimement reliées au phénomène inhérent à ce système. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Il peut rien se passer de bon à part une fracture extrêmement violente, qui soit endogène ou exogène, parce que il y a potentiellement une incapacité à un renoncement à des attachements qui sont socialement profondément liés à notre existence même. Et donc, à part les quelques hypersensibles disruptifs qui, sans foi ni loi, les rebelles dont vous parlez tout à l'heure, qui restent une minorité, est-ce qu'on peut espérer un point de bascule grâce à ces personnes et potentiellement une illumination soudaine et un renoncement des personnes suscitées avant? Je ne sais pas si Céline, tu auras la réponse. Eh bien, en fait, je trouve que non, si, c'est une question qui est extrêmement importante. Moi, je comprends la posture de résignation, hein, qui est celle que vous avez, mais en fait, Je je ne trouve suis pas justement résignée, je suis abattue. non, en fait, je trouve que c'est justement en ça que l'influence minoritaire, elle peut être intéressante. Parce que vous dites d'ailleurs, est-ce que cette minorité peut réussir à… Ben, en fait, ce que dirait Moscovici, c'est que oui, elle peut. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça va être très compliqué, elle va être confrontée à un certain nombre de barrières, de freins, donc ça ne va pas être évident, mais en fait, elle peut. Justement parce qu'elle peut amener à faire repenser les choses différemment. D'accord? Donc, elle ne va pas obtenir un changement manifeste, objectif, etc. Mais elle peut amener les personnes à repenser les choses différemment, y compris les personnes qui, voilà, qui sont dans cette position de ne pas trop souffrir de la situation, voire d'en bénéficier. Donc moi, je dirais qu'en fait, bien sûr qu'on a des raisons, si on se base sur l'ensemble du modèle théorique sur l'influence sociale, on a des raisons de se dire que bah, ça va être compliqué. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent très, très, très simplement. Mais en revanche, je trouve que le modèle de l'influence des minorités redonne beaucoup d'espoir là-dessus. Parce que ça montre que ce changement-là est possible. Je reprends encore l'histoire du statut de la femme. Hein. Les gens n'avaient pas envie de changer à l'époque. Enfin, il n'y avait pas forcément cette volonté de changer. Mais à force de mettre la puce à l'oreille sur le fait que les choses pourraient être différentes, et ben, ça oblige à penser, ça oblige à trouver des contre-arguments, parce que pour dire que quelqu'un a tort, il faut, il faut trouver des contre-arguments. Donc, et en fait, tout ça, ça structure la pensée, et donc ça peut amener le changement. Et quand le changement se produit, ben, c'est un changement qui est profond, quoi, qui correspond vraiment à une réelle conviction. Donc moi, je trouve au contraire que ces travaux-là redonnent un petit peu d'espoir sur les possibilités de changement. Merci. Laurence, je te relever la main. Oui, merci Sandrine. Je vais mettre ma caméra, peut-être. Voilà. Oui, merci, bonsoir. Je voudrais juste d'abord dire à Christina, je voudrais la remercier pour son partage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec ce qu'elle a dit, même s'il y avait beaucoup de choses dans le chat. Donc, merci pour ça. Et je me posais, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plutôt enfin, je voudrais avoir peut-être un commentaire sur ça. Moi, quand je pense à influence, dans la fresque du facteur humain, il y a toutes ces cartes, hein, et il y a une carte sur le facteur attention. Et j'ai vraiment l'impression que c'est lié, qu'on essaye, alors je dis on, qu'est-ce que ça veut dire on, je ne sais pas, mais on essaye vraiment d'accaparer notre attention tout le temps. Donc, de reprendre le contrôle de son attention, ça me semble vraiment important pour alors éviter d'être influencé, même si ce n'est pas forcément négatif, hein, comme vous l'avez dit, d'être influencé. Mais voilà, je voulais savoir voilà, qu'est-ce que vous pourriez commenter là-dessus, la focalisation, l'attention, se réapproprier son attention et l'influence. Voilà.
Oui, alors le lien qu'on peut faire avec l'attention, c'est déjà l'histoire du processus de validation, hein. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir un processus de validation qui se met en place, il faut qu'on puisse consacrer une bonne partie de notre attention au message. Et donc ça nécessite en fait ce travail cognitif. Et donc on sait aussi, ça vous connaissez tout ça, hein, mais que notre attention, nos ressources attentionnelles sont limitées. Donc c'est vrai que quand on est accaparé par d'autres choses, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer sur un message, tout simplement, parce qu'on n'a plus assez de ressources attentionnelles pour traiter de manière approfondie le message. Donc effectivement, tout ce qui va nous détourner du message risque d'entraîner enfin, en tout cas de réduire les chances d'avoir de l'influence sociale. Donc ça c'est vrai. Mais en même temps, voilà, à nouveau, ce processus de validation, il est possible si nos ressources attentionnelles sont disponibles. On va pouvoir y consacrer de l'attention au message et donc étudier les arguments et potentiellement être influencé. Donc je suis d'accord. Après, je ne sais pas si pour autant il faut inférer qu'il y a une intention d'accaparer notre attention sur d'autres choses pour nous éloigner des questions essentielles. Ça, je ne sais pas. Ouais. Moi, je pense que Voilà. oui, mais bon, Voilà. là, je rejoins peut-être Christina là. Il y a Non, beaucoup mais d'enjeux, après, voilà, effectivement. je ne sais pas, vraiment, encore une fois, je ne dis pas que c'est ni oui ni non, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on sait, enfin, la recherche ne peut pas répondre à cette question, mais ce qu'elle peut dire, ce sur quoi elle peut informer, c'est qu'effectivement, si les ressources attentionnelles sont attirées ailleurs, oui, enfin, que les ressources attentionnelles sont nécessaires pour qu'il y ait un changement en profondeur, voilà, pour le traitement approfondi de la tâche. Donc oui, à minima, il faut des ressources attentionnelles. Merci beaucoup. Donc, Je regarde le chat et je vois que tout le monde me demandait de mettre en plein écran. On avait fait le test juste avant et ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en diaporama. Mais bon, peu importe. Mais bon, on a pu grossir les écrans. Donc du coup, c'est très intéressant parce que tu nous apprends que le changement social est possible grâce à l'influence minoritaire, donc à condition d'être quand même audacieux parce qu'il faut pouvoir affronter le regard du groupe aussi, donc un peu d'originalité, d'audace et beaucoup de temps aussi. Comment on fait dans nos situations où l'urgence, il est urgent de changer? Est-ce qu'on joue du biais de conformité ou de l'effet de groupe en s'alliant pour des bonnes causes, par exemple? Quelques suggestions selon toi? C'est une vraie question en fait, hein. Et là pour le coup, le nudge répondrait on ne va pas compter sur l'élaboration approfondie parce que ça arrive quasi jamais. Donc on va jouer sur le conformisme parce que là-dessus, on est sûr au moins d'avoir quelque chose. C'est vrai. Et en fait, je pense que ça dépend ce qu'on cherche à obtenir. Parce que si ce qu'on veut, c'est du conformisme ou de la complaisance, en fait, c'est très bien de continuer à faire comme ça. Je vais prendre un exemple, mais à un moment donné, on avait simplement besoin que les gens portent le masque. Donc l'objectif, c'était de convaincre les individus de porter le masque. On aurait pu tenter d'essayer de les convaincre par des arguments médicaux, ce qui a été un peu fait d'ailleurs, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui ait fait que les gens portent le masque, hein. Ça a été un effet de soumission à l'autorité. D'accord? Donc on était vraiment dans le premier modèle, conformisme, soumission à l'autorité, etc. Mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, si ce qu'on cherche à obtenir, c'est ça, c'est de l'obéissance sur des comportements comme ça, c'est tout à fait adapté de faire ça. Par contre, si ce qu'on cherche à obtenir, c'est plutôt une réflexion approfondie sur un sujet donné, c'est là que ce sera moins efficace en fait. Donc mon idée, c'est pas de dire qu'il y a une forme d'influence qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est pas ça. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à obtenir. Et donc c'est pour ça que considérer que l'influence, enfin, le traitement approfondi, etc., est assez rare, très coûteux, que dans nos vies telles qu'elles existent actuellement, on n'a pas tellement les ressources pour élaborer en profondeur. Et donc, considérer ça et se dire, OK, du coup, restons sur ce qu'on connaît déjà très bien, qui est l'influence majoritaire. Oui, pour certaines choses, ça marche très bien. Mais il ne faut pas compter là-dessus pour instiguer du changement social. Merci Céline. Une dernière question? Parce que je vois que l'heure tourne, c'est passionnant, hein, mais... Si je peux me permettre, enfin, moi j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, peut-être parce que voilà quoi. Mais ok, moi je pense qu'effectivement système 1, système 2, est-ce qu'on veut faire des efforts? On va faire des efforts. Globalement, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on a envie que ça roule, mais enfin le mot c'est quand même la servitude volontaire versus quand même l'esprit critique. Que cherche-t-on à obtenir aujourd'hui si on cherche à obtenir un changement de paradigme qui restaure
les égalités et qui permet à chacun de vivre dignement dans sa souveraineté, ça veut dire qu'il faut quand même accepter que notre modalité de fonctionner individuellement va clairement à l'encontre de ça et reconnaître peut-être humblement qu'on a accepté d'être aliéné à une modalité existentielle qui ne permettait pas ça. Et donc, aujourd'hui, et moi je rejoins ce que disait tout à l'heure, j'oublie son prénom, Géraldine, je crois, sur l'attention, reconcentrer notre attention pour pouvoir étayer notre esprit critique et de ce fait aussi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, questionner en fait les attachements auxquels nous sommes assujettis pour pouvoir les remettre au sein d'un système qui n'est plus non pas animé par le temps, ce que j'ai écrit dans le chat, quand un temps court du profit immédiat relatif à notre intérêt personnel, mais dans un temps long qui est en communion, en collaboration avec le bien commun. Et donc, je termine sur ce que je veux dire, c'est peut-être comment, et là c'est une question que je vous pose en tant que chercheuse, comment arrêtons-nous de déplacer les dogmes? Parce que il suffit pas de se revendiquer comme un transformateur et du coup de déplacer les chapelles, mais bien de réformer la chapelle. Alors, la question est vague, mais Ouais, je suis désolée, excusez-moi. non, mais alors, si on se base sur les travaux sur l'influence minoritaire, effectivement, c'est extrêmement compliqué pour la minorité, on l'a vu. Et une des raisons pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'il faut un certain nombre de conditions. Donc, par exemple, il faut que les minorités soient consistantes de manière diachronique et synchronique, c'est-à-dire qu'elles soient à la fois consistantes entre elles au sein de la minorité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais également diachroniques, donc qu'elles soient consistantes dans le temps, ce qui là aussi n'est pas toujours le cas, parce que parfois on découvre d'autres choses qui font que notre point de vue évolue. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est que pour qu'une minorité puisse espérer avoir une influence à long terme, il faut un certain nombre de conditions. Et après, il y a autre chose qui est compliquée, c'est que le temps de l'influence latente, c'est un temps qui est long. Hein, on l'a vu, ça passe par le fait de finir par se convaincre d'un certain nombre d'arguments. Et même une fois que la personne est convaincue, c'est pas immédiat, hein, parce que donc, dans le modèle de la conversion de Moscovici, c'est que la première étape, en fait. C'est-à-dire qu'après, la personne va avoir changé plus ou moins en privé, puis elle va en discuter avec d'autres, et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule à penser ça. Après, bon, hein, et petit à petit, des années plus tard, ça va devenir une nouvelle norme. Et donc, c'est compliqué parce que souvent, la minorité qui a initié le changement n'est plus là au moment où le changement a lieu. D'accord? Et même si elle est là, ou si des gens qui suivent le film sont là, il se passe autre chose que certains auteurs appellent la cryptomnésie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un oubli de la source minoritaire. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on change de manière latente, on change parce qu'on a repensé le problème. Donc on n'est pas du tout dans je change parce que la personne m'a dit qu'il fallait que je change. On est plutôt, on s'est convaincu quoi, que c'était comme ça qu'il fallait penser. Donc il y a un oubli en fait de la source qui introduit le changement. Donc la source minoritaire va permettre d'initier le changement, mais elle va jamais être reconnue comme telle, rarement reconnue comme telle. Et donc ce que montrent les travaux sur la cryptomnésie sociale, c'est que paradoxalement, donc même les minorités qui ont réussi à introduire un changement social continuent à être discriminées. Et donc, il y a des travaux, par exemple, qui montrent, où on prend des points de vue qui étaient minoritaires sur l'écologie, par exemple, qui sont devenus majoritaires. Maintenant, les gens trient leurs déchets ménagers, hein, ce n'était pas le cas à une certaine époque. Bon, bref. Et donc, des points de vue qui étaient des minorités à un moment donné, qui sont devenus maintenant des opinions assez normatives. Et donc, ils font passer des questionnaires, tout simplement. Vous pouvez vous amuser à le faire, ça marche à chaque fois. Soit avec des items du type « Je pense qu'il est important de trier mes déchets ménagers de manière systématique ». Êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Donc ça va de 1, pas du tout d'accord, à 7, tout à fait d'accord, et les gens répondent à ça. Et dans une autre condition expérimentale, on va faire passer exactement les mêmes questions, mais on va mettre quelque chose comme l'ont défendu les minorités écolos dans les années 80, il est important de trier ces déchets ménagers de manière systématique. Donc en fait, on présente exactement le même item, mais il est précédé de l'identification des minorités qui ont porté le changement. D'accord, je sais pas si vous suivez. Et donc, on regarde après le degré d'accord avec les affirmations. Vous devinez ce qui se passe, c'est que dès lors qu'on
Prime qu'on amorce la question de la minorité, les gens sont moins d'accord. Sont moins d'accord parce qu'en fait, il y a on n'a pas envie d'être assimilé à une minorité. C'est plus confortable d'être dans la norme. Donc, on préfère se dire je pense ça parce que c'est bien de penser ça, plutôt que de se dire je pense ça parce qu'à un moment donné, il y en a qui m'ont amené à penser ça. Et sans cette minorité, je n'aurais pas pensé. Donc, ce phénomène de cryptomnésie sociale, il a été mis, alors bon, il a été mis en évidence sur le féminisme, sur des tas d'influences minoritaires, et je pense qu'il illustre un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que bah voilà, c'est compliqué quoi, parce que la minorité va se battre, vous allez peut-être avoir l'impression que vous allez vous battre, et vous n'allez pas forcément voir les fruits de ce combat-là. Voilà, c'est compliqué, mais rassurez-vous sur le fait que ça peut quand même porter ses fruits. Je vois que Dasha avait levé la main en même temps que Christina, peut-être Oui. en une minute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je vois qu'on n'a plus le temps, mais je vais essayer de faire très vite. Merci Sandrine de me donner la parole. En fait, je me demandais juste, est-ce que dans le cas de l'influence majoritaire, est-ce que on a des informations sur l'influence potentielle du genre? Parce que je me dis que potentiellement, je ne sais pas si la majorité en question, ce sont des femmes et que le reste du groupe, ce sont des hommes, bah, peut-être qu'il n'y aura pas 40% qui changeront d'avis, mais un peu moins. Enfin, c'est un peu grossier comme exemple, mais c'est pour illustrer ce à quoi je pensais. Je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus. Oui, alors il y a deux choses, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le in-group, out-group, la différenciation intergroupe, c'est-à-dire que donc le conformisme existe, mais il est encore plus prononcé lorsqu'on appartient au même groupe que les autres, en fait. Donc, par exemple, un groupe de femmes ou un groupe d'hommes, en fait. Et à partir du moment où les sources d'influence sont out-group, donc sont d'un exogroupe, donc d'un groupe différent de notre groupe, en tout cas des groupes auxquels on s'identifie, l'influence est moindre. C'est-à-dire que c'est moins menaçant sur le plan d'identité d'être en désaccord avec quelqu'un d'un exogroupe que d'être en désaccord avec quelqu'un de l'endogroupe. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, on est d'autant plus influencé que la source d'influence est de notre groupe, et donc ça marche pour les groupes de genre. Bien entendu pour les groupes politiques aussi, hein, quand on entend un discours à la télé, quand on lit un article de journal, la première question qu'on se pose, c'est qui l'a écrit? Est-ce qu'il est du même bord politique que moi, etc. Donc, cette dimension de relation intergroupe, elle est effectivement fondamentale. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment, Céline. On nous demande si tu pourras nous partager les supports, mais en tout cas, la conférence a été enregistrée, donc le replay, si tu es d'accord, pourrait être mis à disposition de notre communauté. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci infiniment, Céline. C'était vraiment passionnant. Et merci pour ta confiance. Alors, on aura le plaisir de recevoir Pascal Toscani le lundi 18 décembre à 18h pour une nouvelle conférence, cette fois-ci sur le conflit entre les processus inconscients d'ordre psychologique et les processus cognitifs. Donc, avec le titre de la conférence suivante, psychanalyse et neurosciences cognitives, sœurs, amies ou ennemies. Voilà, eh bien, merci encore Céline, merci à tous les participants et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci à toutes et tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.